Oh, ce brownie est parfaitement trop cuit. Oh, vous êtes là, ça tombe bien. Je lisais justement un article sur la dernière déconvenue d'Enjoy Phoenix, la vidéaste. Vous la connaissez? Marie Lopez, alias Enjoy Phoenix, est une vidéaste et blogueuse mode à la tête de différents comptes YouTube beauté et cuisine qui cumulent au total un peu plus de 3 millions d'abonnés. Un succès énorme qui a amené la jeune lyonnaise à rapidement s'étendre au-delà d'internet avec la sortie en mai dernier d'Enjoy Marie, livre classé numéro 1 des ventes dès sa première semaine, et l'annonce de sa collaboration avec la marque de cosmétiques Benefit. Le 7 septembre 2015, la vidéaste a publié une vidéo dans laquelle elle proposait une recette de brownie au chocolat. Problème, la température de cuisson donnée était de 250 degrés Celsius au lieu d'être de 250 degrés Fahrenheit, ce qui, si vous suiviez la recette, donnait à vos brownies une subtile couleur de charbon. Une information erronée donc, mais au final, pas bien grave. En effet, même si de nombreux internautes se sont habilement moqués de la situation en proposant par exemple des photos de brownies brûlés dans tous les sens, les retombées ont finalement été assez faibles, donnant par ailleurs l'occasion à Enjoy Phoenix de rire de sa propre erreur. Au final, plus d'erreurs que de mal. Sauf que le 14 octobre dernier, dans une nouvelle vidéo, la vidéaste lyonnaise a présenté 4 masques pour le visage à faire chez soi, dont un masque au miel et à la cannelle. Le problème, c'est que la cannelle, comme l'a rappelé la dermatologue Isabelle Oliveres-Gouty, contactée par le journal 20 minutes, peut en cas de contact prolongé avec la peau, provoquer de graves brûlures. Un avertissement bienvenu, mais malheureusement trop tardif, certaines jeunes filles s'étant plaintes de fortes rougeurs provoquées par la cannelle. Une vague d'internautes et de journalistes n'a alors pas tardé à dénoncer le manque de responsabilité de la youtubeuse, en rappelant qu'être libre de s'exprimer sur internet ne signifiait pas pour autant que l'on pouvait dire tout et n'importe quoi. Selon eux, Enjoy Phoenix aurait dû davantage s'informer sur les risques possibles avant de proposer son masque à la cannelle. Mais vraiment ? En droit, il est vrai qu'une information diffusée peut engager la responsabilité de son auteur. Si cette responsabilité, comme c'est souvent le cas, est aménagée dans un contrat, on parlera alors de responsabilité contractuelle. L'étendue de la responsabilité de celui qui fournit l'information dépendra dans ce cas des obligations décrites dans le contrat et de l'objet même de l'information. En l'absence de contrat, la responsabilité est engagée sur le fondement de ce que l'on appelle la responsabilité délictuelle. Dans ce cadre, il faut alors que l'information diffusée soit constitutive d'une faute, qu'elle porte préjudice à quelqu'un d'autre, comme des brûlures sur le visage d'une jeune fille, et qu'il y ait un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Par exemple, un tutoriel. Le problème, comme vous l'aurez sans doute deviné, c'est que la faute, elle, est assez complexe à définir, et pour la retenir, il faudra s'intéresser à la valeur de l'information. En effet, les juges imposent régulièrement aux professionnels, notamment aux journalistes et autres sociétés de renseignements commerciaux, de vérifier le sérieux de leur information. Ainsi, si l'information est vraie mais un peu tendancieuse, une faute peut alors être retenue. C'est dans ce cadre qu'une organisation de consommateurs avait été condamnée par le tribunal de grande instance de Paris le 1er juin 1992, au titre que celle-ci avait fourni des tests comparatifs très défavorables à une entreprise, sans aucune réserve, sans s'être parfaitement assuré de la véracité de l'information et sans avoir tenu compte des déclarations de l'entreprise. Il est également possible de retenir une faute lorsque l'information est vraie mais incomplète. Le 28 mai 1986, le tribunal de grande instance de Paris avait ainsi condamné un éditeur pour avoir commercialisé un ouvrage sur les fruits et plantes comestibles qui avait été à l'origine d'un empoisonnement à la ciguë, une des lectrices ayant confondu avec une carotte sauvage. Selon le tribunal, l'éditeur aurait dû s'assurer que les utilisateurs pouvaient faire confiance à l'usage du livre et davantage encadrer l'information jugée dangereuse. Enfin, il est également possible de considérer qu'il y a faute lorsque l'information est erronée. Ici, le fait de fournir des informations périmées et sommaires peut être constitutif en soi d'une faute. Ainsi, en matière historique, la Cour de cassation a retenu le 15 juin 1994 que l'auteur d'une œuvre relatant des faits historiques engageait sa responsabilité à l'égard d'une personne concernée lorsque la présence des thèses soutenues manifeste un mépris flagrant de la vérité. Il se dégage de tout ceci une obligation de diffuser une information exacte ou quasi exacte, le degré de vérification attendu variant en fonction des circonstances. Ainsi, si la responsabilité de celui qui est à l'origine de l'information peut vous sembler un peu large,
Notez qu'en pratique, les décisions citées concernent principalement l'information émise par des professionnels, et surtout des médias, et que ceux-ci insèrent souvent sur internet, dans leurs conditions générales d'utilisation, des clauses exonératoires de responsabilité afin de se couvrir. Mais si elle est sans aucun doute une professionnelle, peut-on vraiment dire d'Enjoy Phoenix qu'elle est elle-même un média? C'est en tout cas la question que se pose Vincent Glas, journaliste freelance sur l'un des blogs de Libération, où il se demande légitimement ce qui fait un média. Après tout, comme nous en avions déjà parlé dans le dernier L'Express, c'est précisément parce que Maître Eolas avait lui-même été considéré comme un média que l'on a pu retenir à son encontre l'injure publique. Mais finalement, sur internet, tout le monde n'est-il pas un média? C'est notamment ce que souligne Eric Fischer, cartographe artistique, lorsqu'il géolocalise dans le monde entier la mise en ligne de photos sur Flickr et de messages sur Twitter. A ce titre, Francis Gosselin, docteur en sciences économiques de l'université de Strasbourg, ajoutait en novembre 2014 que nous ne pouvions plus travailler que pour un seul médium et qu'il fallait les travailler tous en même temps car l'usager s'appropriait de plus en plus les plateformes de diffusion. Alors, tous médias? Peut-être. Mais comme le souligne Vincent Glas, sur internet tout est visible mais très peu est vu. Et ce sont finalement les audiences d'Enjoy Phoenix ou de Maître Eolas qui les soumettent aux mêmes exigences que les médias traditionnels. Ce qui peut vous sembler un peu étrange compte tenu des différences de situation ou tout simplement très flou. Et il est assez difficile de vous donner tort. Faut-il adapter le droit à cette ère du tous média? Sans aucun doute. La situation dans laquelle sont les vidéastes du net français est-elle aléatoire? Certainement. Faut-il également revoir la loi sur la liberté de la presse de 1881? Sûrement. En attendant ces réformes, si Enjoy Phoenix est responsable, c'est davantage d'un point de vue moral que d'un point de vue du droit. Après tout, comme le soulignait Marine Couturier sur Rue 89 dans son article très sobrement intitulé « Ce que le bashing d'Enjoy Phoenix nous révèle sur la génération YouTube », la relation particulière entre un vidéaste et ses abonnés crée un véritable sentiment de proximité jusqu'alors inédit dans le monde médiatique. Et c'est dans ce cadre nouveau que la responsabilité morale du vidéaste est d'autant plus importante. Cependant, cette responsabilité morale ne doit pas occulter ce qui, il me semble, est tout aussi important, votre responsabilité et la mienne en tant que récepteur de contenu. À l'heure d'internet, des hoax, des fakes, de la désinformation et autres théories du complot, ne devrions-nous pas se créer l'habitude de prendre du recul et d'aller vérifier l'information qui nous est proposée? Ce que, par ailleurs, je vous encourage à faire vivement après avoir vu cette vidéo si le sujet vous a plu. Certains vidéastes prennent parfois l'initiative de déconstruire eux-mêmes le travail d'autres producteurs de contenu ou simplement de leur opposer un contradicteur lorsque le sujet s'y prête. Ceci, bien que très utile, demeure néanmoins insuffisant et il me semble qu'il nous appartient à nous, spectateurs et lecteurs, de bien vérifier l'information qui nous est proposée, a fortiori dans un système profondément horizontal. Nous ne devrions plus hésiter à compléter ou à corriger des informations incomplètes ou erronées, que ce soit pour nous ou pour les autres, par l'intermédiaire d'une vidéo, d'un simple mail ou d'un commentaire sous les vidéos. A plus forte raison que le risque de fournir une information qui n'est pas vraie est autant le risque de vous et moi que celui des médias traditionnels qui, comme le souligne Craig Silverman, font partie du problème plutôt que de la solution en sautant trop vite sur des rumeurs qui circulent et en participant à leur propagation en les republiant. N'oublions pas, comme le soulignait le sociologue Alfred Sauvy, que bien informés les hommes sont des citoyens et mal informés ils deviennent des sujets. À vos marques, prêts, commentez.